Bella Sanchez et son mari Ivan Vargas vivent à Guayaquil, le plus grand port d'Équateur. Ces 3 dernières années, cette cité côtière est devenue l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique du Sud. Le couple se rend sur les tombes du père, du frère et du neveu de Bella, tous tués par les mafias de la drogue. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que l'assassin soit en prison. Il faut qu'il paye pour ses actes. Il y a beaucoup d'injustice. Les avocats n'en veulent qu'à notre argent, c'est tout ce qui les intéresse. Ton frère, ton neveu et maintenant notre fils en prison. Combien de temps ça va encore durer? Avant, dans cette ville, les gens se promenaient dehors jusqu'à 11 h du soir ou minuit. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Plus personne n'ose sortir, tout le monde a peur. Le pays entier a peur. Dès qu'on sort de chez soi, où qu'on aille, il faut être sur ses gardes, il faut rester vigilant et regarder attentivement autour de soi. Il y a 3 ans, l'Équateur était encore l'un des pays les plus paisibles d'Amérique latine. Mais depuis, la violence a littéralement explosé. Le taux d'homicide grimpe aujourd'hui à 40 pour 100 000 habitants. C'est plus qu'au Mexique. Ces 2 dernières années, Bella et sa famille ont traversé beaucoup de souffrances. Mais contrairement à la plupart des familles, ils n'ont plus peur de parler. Ils souhaitent raconter leur histoire. Du jour au lendemain, tout a changé. La vie est devenue extrêmement dangereuse. Ce n'est plus possible de sortir. Tu ne peux même plus aller te promener au parc. Parce qu'à tout moment, tu peux recevoir une balle perdue. Des enfants innocents meurent. En fait, on ne peut plus rien faire. Le père de Bella a été assassiné par un membre d'un gang de narcotrafiquants de son village. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tué très cruellement. Ils lui ont tranché la gorge de façon extrêmement brutale. Apparemment, il a essayé de se défendre parce qu'il avait plusieurs entailles très profondes sur son bras. À mon avis, il a essayé de se protéger avec sa main et ils l'ont tailladé. Ils ont laissé sa chemise pleine de sang. La police a conservé ses affaires comme pièce à conviction. Je pense que la justice de Dieu les punira avant que la loi ne les condamne. Ici, les lois ne servent à rien. Personne ne les respecte. Les gens s'en moquent. Jamais je n'aurais imaginé que je verrais un jour mon père dans cet état. Jamais. Les bandes rivales n'hésitent pas à commettre leurs crimes en plein jour et en public. Ils filment puis postent leurs vidéos sur TikTok et Instagram avec pour objectif d'instaurer un climat de peur. C'est le trafic de drogue qui a fait exploser la violence dans le pays. L'Équateur est situé entre le Pérou et la Colombie, les 2 plus importants pays producteurs de cocaïne au monde. Désormais, le trafic de drogue passe essentiellement par les ports équatoriens. Plusieurs gangs locaux et 2 cartels mexicains se disputent le marché et les itinéraires d'acheminement les plus rentables. Oscar Torres est membre d'une unité spéciale de la brigade des stupéfiants de Guayaquil. Il patrouille régulièrement dans le port avec ses collègues. C'est l'un des ports les plus importants du pays. Là, on va dans la zone de mouillage des navires en quarantaine. La drogue arrive sur les navires de plusieurs façons. Elle peut par exemple être cachée dans des conteneurs avant qu'ils ne soient chargés à bord. Cette opération a le plus souvent lieu dans l'enceinte même du port. Il arrive aussi que la drogue soit dissimulée à l'extérieur sous la coque ou dans des cavités qui peuvent servir de cachette. La criminalité liée à la drogue évolue en permanence. Les gangs cherchent constamment de nouveaux modes opératoires. Ça complique beaucoup notre travail.
L'interruption du trafic maritime mondial lors du Covid a provisoirement coupé les routes de la cocaïne. Mais une fois les voies maritimes rouvertes, le marché a été inondé de drogue. Sur la seule année 2022, la police a saisi 210 tonnes de drogue, un record. Mais les policiers estiment que pour chaque tonne interceptée, 8 autres tonnes quittent le pays. Victor Rodriguez est le chef de la police de Durán, le quartier le plus meurtrier de Guayaquil. Aujourd'hui, par exemple, nous avons arrêté 5 personnes et saisi 3 armes à feu, des pistolets. Et nous avons interpellé 4 personnes pour possession de drogue. Dans ce quartier, c'est le quotidien. Monsieur, nous allons devoir procéder à une fouille corporelle. Au regard de l'importance du crime organisé, ces contrôles routiers semblent presque dérisoires. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Les trafiquants utilisent les grands axes routiers. La plupart du temps, ils se déplacent du nord vers le sud, là où se trouve le port de Guayaquil. Le commissaire Victor Rodriguez sait que la bataille sera difficile à gagner. Les forces de l'ordre manquent de moyens financiers et la volonté politique fait défaut. Les conditions de travail de la police de Durán sont très précaires. Notre poste de police est mal protégé, il n'y a pas de barrière, pas de caméras de surveillance, aucun équipement technologique, il n'y a rien, parce que l'État n'investit pas. C'est pour ça que nous travaillons dans des conditions aussi mauvaises. Donc rien ne fonctionne? Absolument rien, c'est lamentable. Dans les quartiers, les gangs de rue recrutent principalement des jeunes. Bella est inquiète pour ses 6 fils. Il y a quelques jours, il est arrivé quelque chose à mon fils le plus jeune à l'école. Mais il n'a pas voulu me dire quoi. Il a été tabassé, très sévèrement. Je lui ai parlé et il a fini par me raconter. Il m'a dit « Maman, à l'école, il y a des enfants qui vendent de la drogue. » Je lui ai dit « Si tu croises ces enfants, il faut les éviter et te tenir à distance d'eux. Va ailleurs, va voir les enseignants ou cache-toi dans les toilettes. » Les gangs recrutent des gamins de 12 ans, de 11 ans, même de 10 ans. Et quand les enfants refusent de rejoindre un gang, ils les tuent. Le lendemain, on les retrouve morts. Les enfants sont obligés de travailler pour les gangs. Et quand ils ne font pas ce qu'on leur dit, on les tue. Il y a plusieurs gangs. Il y a les loups, les lézards, les tigres. Le plus souvent, ils viennent te dire de rejoindre le gang des loups, par exemple, et si tu refuses, ils menacent de tuer ta famille. Les instituteurs sont obligés de faire ce que les membres des gangs leur demandent, car eux aussi, ils ont peur. Les gangs les tuent? J'ai peur d'aller à l'école ou de sortir faire des courses. Le risque, c'est d'être touché par une balle perdue. Une balle perdue et tu es mort. Les narcotrafiquants recrutent au cœur des écoles des quartiers pauvres de la ville qu'ils ont infiltrés. Les enseignants se taisent de peur d'être assassinés. Au sein de la police, une unité spéciale a été créée pour éviter que les enfants ne tombent entre les griffes des gangs. Carlos Lopez la dirige. Les gangs essaient de recruter des écoliers parce qu'ils sont très faciles à manipuler. Ils leur promettent beaucoup de choses et notamment de l'argent. C'est pour ça qu'on essaie d'assurer la sécurité près des écoles
est de transmettre aux enfants des messages comme celui de Paquito, notre mascotte, pour les encourager à poursuivre leur scolarité, à rester à l'écart des bandes criminelles et à ne pas se laisser embrigader. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Paquito, je fais partie de la police nationale et je suis votre ami. Comme tous les jours, nous sommes ici pour vous offrir une protection policière. Nous avons des messages importants pour vous les enfants, car vous êtes l'avenir de notre pays. Et nous défendons des valeurs et des principes dont vous avez sans doute entendu parler chez vous, à la maison. Le respect, le sens des responsabilités, l'honneur, la ponctualité et la solidarité. Je vous dis à bientôt, moi je continue à patrouiller. Salut, salut, salut! La vague de violence paralyse la vie de Guayaquil. Personne n'ose parler, ni même dénoncer un crime. Le commissaire Victor Rodriguez repart en patrouille. Actuellement, nous sommes à la recherche d'un groupe de gangsters à moto. Des gangsters qui auraient intimidé et menacé des commerçants. Nous allons vérifier ces accusations et si nous trouvons ces individus, eh bien nous les arrêterons. Bonjour, bonjour les enfants, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Comment allez-vous? C'est vous les victimes? Les motos, c'était des Suzuki? Oui, l'un des hommes que j'ai vu conduisait une Suzuki. Ils sont allés où? Ils sont partis par là. Autre chose à signaler? S'il y a autre chose, appelez le 911. Messieurs, s'il vous plaît, on est là pour vous aider. Alors prévenez-nous et on pourra intervenir pour les arrêter et les neutraliser. Matin, midi et soir, des vols sont commis ici. Il y a tout le temps des motos qui passent. Il y a 3 semaines, ils ont déposé un corps par là-bas. Ils viennent toujours très tôt le matin. Comme vous le voyez, il y a énormément de carences de l'État et de la part des forces de sécurité. La peur fait que les entreprises ferment. Elle contraint les gens à partir. La peur fait que nous perdons notre liberté et la paix dans laquelle nous vivons. Voilà ce que la peur fait de nous. Les descentes de police nocturnes sont le plus souvent inutiles. De nombreux policiers sont à la solde des gangs et les informent des opérations coup de poing avant qu'elles n'aient lieu. Face à la violence et à l'insécurité, beaucoup de gens cherchent refuge dans la religion. Mes chers amis, voyez la situation dans laquelle nous vivons. Dieu, parfois, autorise ce genre de choses pour que les gens se tournent à nouveau vers lui. Il écoutera leurs prières et il leur pardonnera leurs péchés. Il guérira son pays. C'est pour cela que nous te louons, Seigneur. Chaque être humain a besoin de toi, Seigneur. Chaque être humain te demande la paix. C'est l'accomplissement de la parole divine. Car Jésus-Christ évoque très clairement la finitude de la paix du monde. La paix est passagère, elle ne dure pas. À un moment, elle est présente, l'instant d'après, elle n'est plus là. Mais Jésus-Christ ajoute « Je vous offre ma paix, et ma paix n'est pas comme la paix du monde. La paix du Christ est éternelle. »
Bella et Ivan savent que les assassins du père, du frère et du neveu de Bella ne vivent qu'à quelques rues de chez eux et qu'ils sont toujours en liberté. C'est pourquoi nous ne pouvons les filmer qu'à l'intérieur de leur maison, le plus discrètement possible, pour ne pas attirer l'attention des gangs. Il y a un an, Ángel, leur fils aîné, a été arrêté et accusé de meurtre. Un meurtre qu'il nie avoir commis. Selon lui, un témoin a été menacé pour lui faire porter la responsabilité de ce crime. Ángel encourt une peine de 33 ans de prison. La vérité, c'est que des gens ont payé pour que je sois incarcéré et que je ne ressorte plus. Comme ils ont de l'argent et qu'ils sont membres d'un gang, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils tuent tous ceux qu'ils veulent tuer. Et personne n'ose jamais faire quoi que ce soit. Oui, mon fils, je t'en prie. Continue à prendre bien soin de toi. Et ne perds pas la foi. Vous avez déjà payé l'avocat? Pourquoi ils ont annulé mon audience? Pourquoi le juge ne s'est pas présenté une fois de plus? On voit bien que tout le monde est acheté. Le jour du procès, le juge me condamnera à tort, alors qu'il y a des preuves de mon innocence. Avec de l'argent, on peut tout acheter, même le diable. C'est comme ça. Nous n'avons pas d'argent, mais nous pouvons nous défendre avec l'aide de la presse. Nous allons dénoncer la corruption de tous ces gens. Tu finiras par être libéré. Et ce jour-là, je te demanderai de quitter le pays. Je suis prêt à vendre notre maison pour t'aider. Et je le ferai, mon fils. Je le ferai. Je n'aurai plus de maison et je vivrai dans un appartement. Mais au moins, toi, tu auras une vie meilleure. Les groupes criminels contrôlent depuis longtemps les prisons équatoriennes. Les chefs de gang dirigent leurs affaires depuis leurs cellules. Les détenus doivent leur payer une protection, faute de quoi ils courent le risque d'être tués. Ces 2 dernières années, 600 détenus sont morts lors de plusieurs massacres qui ont eu lieu dans les centres pénitentiaires. Toutes les prisons sont contrôlées par les chefs mafieux et par les cartels. Ce sont eux qui font la loi, et tout le monde est complice. Les gardiens de prison, et soyons honnêtes, même la police. Les policiers et les gardiens de prison sont aux ordres de la mafia. Il y a régulièrement des massacres dans les prisons. Les membres des différents gangs s'entretuent. Mon fils a été témoin de tout ça. L'autre jour, ils se sont massacrés une fois de plus. Il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de morts. En prison, les gangs contrôlent tout. Souvent, des détenus sont pendus. Ils les étouffent pour qu'il n'y ait pas de preuves. Ivan et Bella remuent ciel et terre pour obtenir la libération de leur fils. Une démarche risquée et souvent sans espoir. Les juges et les avocats font l'objet de menaces et les pots de vin sont une pratique courante. Ivan et Bella ont trouvé un avocat qui a accepté de s'occuper de leur affaire. Mais sans argent, la procédure s'enlise. Le procureur et notre avocat ont connaissance des preuves. Malgré ça, ils ne font rien parce que nous n'avons pas d'argent. Combien d'argent faut-il dans ce pays? Si vous êtes innocent, il faut compter 2000 $ américains. Si vous êtes coupable, c'est 5000. 2000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment dur. Certains jours, on a envie de jeter l'éponge, de se dire « c'est fini ». Trop, c'est trop. Mais on ne peut pas faire ça. Ivan et Bella ont rendez-vous avec leur avocat devant le tribunal de Guayaquil. En désespoir de cause, ils ont également accepté de rencontrer un journaliste local. Ils ont décidé d'informer l'opinion publique de leur situation. Un pas que peu de gens osent franchir en Équateur. Votre avocat vous a téléphoné? Oui. Ce matin? Non, hier soir. Après que nous nous sommes parlé? Et il vous a dit quoi? Qu'il serait ici à 14h30. D'accord.
Il a bien précisé 14h30. Le problème, il est là, ils se fichent du monde. Ils te font venir pour rien. On est en train de perdre notre temps. Ce serait pourtant tellement simple de dire la vérité. Le problème est toujours le même. Il y a un niveau d'impunité incroyable. Personne ne fait rien. Les juges ne réagissent pas, même en présence des journalistes. Et les avocats ont aussi peur que tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler et qu'ils refusent de te défendre. Et en plus, les juges, les policiers, les procureurs n'interviennent que si vous avez de l'argent. Il y a des pots de vin à tous les niveaux, tout le monde est corrompu. Que tu sois innocent ou coupable. Sans argent, tu ne sors pas de prison. Guayaquil et les villes côtières du pays sont sclérosées par la peur. La plupart des habitants ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Conséquence, de plus en plus de gens veulent quitter le pays. En 2023, le nombre d'Équatoriens qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis a augmenté de 300%. Toute la population semble avoir envie d'émigrer. Où que l'on soit, c'est partout pareil. Il n'y a pas de solution. Même quand on change de village, on retrouve les mêmes conditions. Avec les mêmes cartels, la même violence, les mêmes gangs. Il n'y a pas d'avenir ici. Comment tout ça va se terminer? Ça s'arrêtera quand le monde s'effondrera. Parce que le gouvernement n'a plus rien à dire dans ce pays. Il n'est plus en mesure de changer la situation. Ici, la mafia est plus forte que l'État. Je te le dis comme je le pense. Quand tu es à la campagne, au milieu de la nature, c'est comme si tu laissais toutes les souffrances derrière toi. Tu es libre, au frais, tranquille. Tu peux penser à d'autres choses, à la montagne, aux chevaux. Mais dès que tu rentres chez toi, tous les problèmes et toutes les angoisses reviennent. C'est comme ça. L'Équateur vient d'élire un nouveau président dans l'espoir qu'il parviendra à stopper la montée de la violence. Mais comme tous les habitants du pays, ce nouveau chef d'État est face à une tâche quasiment insurmontable. Le pays est confronté à un cercle vicieux fait de corruption, de peur et d'impunité. Le crime organisé a infiltré les institutions à tous les niveaux. L'Équateur est en passe de devenir un narco-État. Si on devait émigrer, où est-ce que tu voudrais aller de préférence? À New York, en Espagne, en Italie? Ou est-ce que tu préférerais aller dans un endroit où il n'y a que des champs, à la campagne? Écoute comme tout est calme ici. C'est paisible, la campagne.